Fraude massive pendant les élections américaines. Tous les regards se tournent vers la Chine, où des bulletins de vote falsifiés et le possible contrôle du système de vote Dominion feraient du Parti communiste chinois l'un des principaux instigateurs de cette manipulation. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a lancé une enquête d'opinion concernant l'émission d'un euro numérique. Prôné pour sa gratuité et son traçage impossible, il donnerait à la BCE un pouvoir sans précédent sur le porte-monnaie des Français. Le sénateur Xavier Iacovelli a déposé une proposition de loi pour lutter contre l'abstention en réautorisant le vote par correspondance en France. Des voix s'élèvent car cette nouvelle loi pourrait laisser la place à la fraude et aux manipulations. Dans sa lutte contre la Covid-19, le gouvernement vient de décréter une nouvelle mesure qui passe mal. Il s'agit de l'interdiction pure et simple de skier à l'étranger. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Si vous appréciez notre programme, je vous invite à partager, commenter et vous abonner à notre chaîne YouTube. Pendant que le président Donald Trump donnait le discours le plus important de sa vie, il a déclaré qu'il n'y avait personne de plus heureux en ce moment que la Chine vis-à-vis de la fraude électorale. Mais pourquoi la Chine ? Dans une interview avec Sean Lin de Breitbart, l'ancien procureur fédéral Sidney Powell a confirmé qu'elle avait recueilli des preuves liées à de faux bulletins de vote et que ces bulletins falsifiés provenaient de Chine. Nous avons vu une vidéo avec quelqu'un qui commandait des bulletins de vote en Chine. Nous avons la preuve qu'un nombre important de bulletins de vote arrivent par avion et nous avons un témoin qui a déclaré qu'il continue d'en importer parce qu'ils ont l'intention de faire circuler des bulletins contrefaits lors des décomptes ou s'ils en ont besoin lors de recomptage. Cela n'a donc pas cessé. De son côté, l'avocat géorgien Lin Wood a affirmé dans un tweet du 1er décembre que le régime chinois a envoyé 400 millions de dollars à une entreprise qui pourrait être liée au système de vote juste avant l'élection américaine de 2020. Selon l'avocat, cet achat s'est fait par l'intermédiaire d'une filiale de la banque suisse UBS. Même si à ce jour il n'y a pas de preuve directe de cette affirmation, des informations publiques montrent des liens curieux entre le régime chinois, la banque suisse et le logiciel de vote Dominion. M. Wood a publié un lien vers un dossier de la Security and Exchange Commission, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Il a montré que Staple Street Capital, la compagnie liée à Dominion Voting Systems, avait reçu 400 millions de dollars d'une des filiales de la banque suisse. La transaction elle-même ne confirme pas concrètement les propos de l'avocat. Il montre néanmoins des liens entre la société Dominion et le régime chinois. Et le moment de la transaction est pour le moins étonnant, puisqu'il se déroule juste un mois avant l'élection. Si l'on rentre dans le détail, la compagnie Staple Street Capital a reçu l'argent de la part de UBS Security LLC, une filiale de la banque d'investissement suisse UBS. Quel lien entretient la banque suisse avec le Parti communiste chinois ? Toujours selon Lin Wood, le régime chinois est en effet l'actionnaire majoritaire de UBS Securities. Par l'intermédiaire d'entités d'État, la Chine détient en effet une grande partie des actions de la filiale d'UBS basée à Pékin. Mais le nom de la filiale est UBS Security Co. Alors que l'entité qui envoie l'argent à Dominion est UBS Security LLC, qui est basée à New York. La filiale new-yorkaise est une entreprise privée, de sorte que les informations sur ses actionnaires ne sont pas accessibles au public. Toutefois, un examen plus approfondi de la filiale montre que parmi les 4 membres de son conseil d'administration nommés par les actionnaires, 3 semblent être chinois. L'un d'eux est Ye Xiang, un ressortissant chinois qui a également été membre du conseil d'administration de la filiale d'UBS basée à Pékin. Cette personne a travaillé à la Banque centrale du régime chinois, à la Banque de Chine, qui est la propriété de l'État, ainsi qu'aux agences de régulation financière du gouvernement de Hong Kong. UBS est la première banque étrangère à avoir été autorisée à créer une co-entreprise de valeurs mobilières sous licence complète sur le marché financier très restreint de la Chine. Le vice-premier ministre chinois, Wang Qishan, qui est considéré comme le fonctionnaire communiste le plus compétent en matière de finances, est le facilitateur de l'opération. Lorsque M. Wang était le maire de Pékin en 2006, il a rencontré le président d'UBS de l'époque, Marcel Ospel. Un jour, avant le tweet de Lin Wood sur UBS, 12 des 15 membres de son conseil d'administration ont démissionné, dont Ye Xiang, le membre new-yorkais du conseil d'administration d'UBS. Une autre chose intéressante, de 2009 à 2020, il n'y a que 2 transactions liées à Staple Street Capital.
Toutes les deux sont issues de la filiale new-yorkaise d'UBS. L'une en décembre 2014 et la deuxième est celle juste avant l'élection américaine. Dans une plainte déposée par Sidney Powell concernant la fraude électorale, un ancien responsable du renseignement militaire affirme dans une déclaration sous serment que des agents chinois avaient accès aux Dominion Voting Systems dans plusieurs États clés. L'ancien lieutenant général, Thomas McInerney, a déclaré publiquement que l'élection de 2020 était entachée de trahison contre la nation. Il affirme que la tentative de voler l'élection du président Trump est la plus grande activité de guerre cybernétique au monde. Selon lui, la Chine est l'une des forces les plus dangereuses. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a annoncé fin octobre le lancement d'une enquête d'opinion concernant l'émission d'un euro numérique. Elle déclare « Alors que les Européens se tournent de plus en plus vers le numérique dans la manière dont ils dépensent, économisent et investissent, nous devons être prêts à émettre un euro numérique si nécessaire. Je souhaite également connaître votre point de vue à ce sujet. » La chose importante est que ce nouvel euro numérique ne serait plus seulement une monnaie destinée aux seules banques, mais à l'ensemble des particuliers et des entreprises. Autrement dit, c'est la Banque centrale qui prendra le contrôle de l'inscription numérique de l'épargne des citoyens et qui gérera les transactions du quotidien au lieu de vos banques habituelles. Ce changement peut paraître anodin puisque l'essentiel de notre monnaie est déjà dématérialisé. Sauf que cela pose un certain nombre de questions. Quel sera l'impact sur notre modèle économique? Qui supervisera les prêts, les garanties? Ce nouveau paradigme, censé garantir la sécurité des transactions, implique que le citoyen renoncera de fait à détenir de l'argent sur son compte en banque et surtout ne pourra plus convertir ses avoirs en cash. Il faudrait déjà trouver un distributeur près de chez soi. Pourquoi vous dis-je cela? Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais leur présence sur notre territoire tend à se raréfier. Un rapport de la Banque de France et Bercy dénombre la disparition de plus de 2000 distributeurs comparé à l'année dernière et la tendance s'accélère. J'ai comme l'impression que nos billets vont devenir des objets de collection. Revenons à ce nouvel euro numérique. Quels sont ses avantages? Il sera gratuit et le traçage sera impossible puisque le cryptage se fait directement par la BCE, qui est la seule propriétaire de la clé de chiffrement. Rappelons que le rôle principal de la BCE est d'assurer la stabilité des prix, comme par exemple fixer des taux directeurs qui permettent un contrôle sur l'inflation. Avec ce nouvel euro numérique, la Banque centrale sera en lien direct avec vous. Enfin, avec votre compte en banque. Or, ses prérogatives lui interdisent de prêter directement aux États membres, et encore moins aux citoyens. Mais concrètement, quel sera l'impact sur notre quotidien? Elle pourra par exemple taxer les transactions à sa guise pour créer un revenu universel européen, ou utiliser des taux d'intérêt négatifs pour relancer la consommation. Cette nouvelle forme de monnaie risque de porter atteinte à la souveraineté des États membres, car elle court-circuiterait en quelque sorte le rôle de nos banques traditionnelles. L'euro numérique serait alors la nouvelle crypto-monnaie centrale à l'instar de celle que la Banque centrale chinoise compte proposer rapidement. La Chine espère émettre officiellement son yuan numérique dans l'ensemble du pays, avant les Jeux olympiques de Pékin en 2022. En développant le cadre juridique de sa propre monnaie numérique, la Chine tend à mettre fin à l'hégémonie du dollar américain par l'internationalisation du yuan et ainsi satisfaire ses ambitions de domination mondiale. Le temps du vote dans les isoloirs connaît-il ces derniers jours? Xavier Lacoeli, sénateur des Hauts-de-Seine, a déposé une proposition de loi jeudi 5 novembre pour demander l'instauration du vote par correspondance en France. Les raisons invoquées par cette mise en place seraient de combattre l'abstention et de garantir l'effectivité des scrutins. Il rappelle que les dernières élections municipales ont connu un taux d'abstention historique. Le sénateur ajoute qu'au moment où une crise sanitaire bouleverse notre quotidien, il est nécessaire d'adapter nos règles démocratiques afin de permettre à un maximum d'électeurs de pouvoir s'exprimer lors des prochains scrutins. Au mois de mai, l'ancien maire de Nancy, Laurent Eynart, s'est prononcé en faveur de ce type de vote qui a été supprimé en France en 1975 en raison de risques de fraude trop élevés. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, avait rétorqué que le vote électronique ne fonctionne que si on est capable de justifier d'une solution sécurisée d'identité numérique, qui permet une authentification à un niveau élevé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre objectif est de nous doter, avant la fin du quinquennat, d'une solution sécurisée d'identité numérique. Dès lors, nous pourrons envisager le vote électronique. Tiens, vote par correspondance, vote électronique, fraude, ça ne vous rappelle rien?
Les élections américaines, bien sûr. Les États-Unis subissent de plein fouet un système qui semble laisser le champ libre à la fraude et à la manipulation. Chaque semaine, sur NTD, nous vous apportons des faisceaux de preuves qui tendent à démontrer qu'une manipulation de grande ampleur aurait fait basculer une quantité phénoménale de bulletins de vote de Trump au profit de Biden. Si nous transposons ce système en France, ne pourrait-on pas voir apparaître aussi ce genre de phénomène? Qui empêchera ainsi les candidats malveillants et leurs soutiens de récupérer le matériel de vote dans les boîtes aux lettres ou auprès des électeurs les plus fragiles? N'y a-t-il pas un risque que le vote par correspondance puisse altérer la confiance vis-à-vis de notre système démocratique déjà mis à mal? Autre solution dans l'arsenal des États, la possibilité de rendre le vote obligatoire pour lutter contre l'abstention. Le principe est simple. Un électeur qui ne participe pas à un scrutin risque une sanction qui va de l'amende à la déchéance de ses droits civiques ou sociaux. Obligatoire, amende, sanction. J'ai comme une impression de déjà vu. Des pays comme le Brésil, le Pérou, l'Argentine, et j'en passe, utilisent ce système et ont un taux de participation avoisinant les 80%. Selon nos dirigeants politiques, l'abstention serait principalement due au fait que les Français n'auraient pas la capacité ou l'envie de se rendre aux isoloirs. Peut-être que le discrédit du discours politique, avec les scandales à répétition comme l'affaire Cahuzac, ont conduit les Français à se détourner des urnes. J'aurais envie de reprendre la citation de Carl Gustav Jung. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Plutôt que de changer notre système de vote, il serait peut-être opportun de redonner confiance aux citoyens en réhabilitant la parole politique. Ils retrouveraient peut-être volontiers le chemin des urnes et participeraient activement à la démocratie, si chère à leur cœur. Le chef de l'État veut empêcher les Français d'aller skier en dehors des frontières. Les réactions sont vives contre cette mesure considérée par ses opposants comme absurde et liberticide. En cherchant à empêcher les citoyens de se rendre à l'étranger pour les sports d'hiver, beaucoup y voient une absurdité de plus à ajouter au tableau des mesures de prévention face à la Covid-19. Les Français pourront aller acheter leurs cigarettes en Andorre, mais s'ils y font du ski, ils auront une amende. Comme l'a dit Olivier Babot, professeur et président de l'Institut Sapiens, les crises révèlent nos grandeurs, mais plus sûrement encore nos petitesses. Depuis le début de la pandémie en France, le gouvernement a enchaîné les directives, les contraintes et les restrictions, les ordres et les contre-ordres. De quoi donner le tournis aux plus farouches d'entre nous. Dans un article du Figaro, Olivier Babot s'inspire de Montesquieu et déclare dans sa tribune « Les règles inutiles ont affaibli celles qui étaient nécessaires ». Il dénonce les mesures fantômes prises par le gouvernement, les mises en scène destinées à donner une image de sécurité, une impression de puissance et de contrôle du gouvernement sur cette épidémie qui reste, quoi qu'on en dise, un mystère aux yeux de la communauté scientifique elle-même. Comment en est-on arrivé là? Olivier Babot expose une notion intéressante dans sa critique de la société actuelle, l'égalitarisme. Il exprime son analyse à peu près en ces termes. Plutôt que de concevoir les façons de permettre au commerce d'ouvrir, nos dirigeants ont déployé tous les moyens possibles pour pénaliser ceux qui étaient restés ouverts. Un système qui ne sait créer l'égalité que par le bas, qui ne pense qu'à pénaliser, faute de savoir libérer. Pour en revenir aux dernières interdictions dont nous avons fait l'expérience, suivons un peu la farandole de ces règles hautes en couleurs. Comme ça, juste pour voir. Pour les commerces, il a été possible d'acheter des parapluies, mais pas des chaussettes. Des oreillers, mais pas des casseroles. Des vêtements pour bébé, mais pas au-delà de la taille de 3 mois. On continue? La grande roue de Lille tournera à vide, puisqu'il est interdit de monter dedans. Et la cerise sur le gâteau, des remontées mécaniques fermées dans des stations de ski ouvertes. Et oui, les forces de l'ordre et autres représentants de l'autorité vont devoir contrôler les gens sur les pistes en hiver, après les avoir verbalisés en été quand ils marchaient seuls sur la plage. C'est bien plus qu'un programme de contrôle sanitaire qui semble se mettre en place. Derrière ce contrôle quasi total des déplacements de la population, n'est-ce pas un agenda et des restrictions politiques qui sont à l'œuvre? Toutes ces règles, codes, restrictions, semblent dessiner les contours d'une idéologie d'égalitarisme absolu. Cette même idéologie qui conduit le peuple à abandonner l'idée même de décider seul de son propre futur. Ces violations des droits de l'homme que l'on aperçoit en Chine depuis l'Europe ne sont plus très loin de nous aujourd'hui. Et l'idée d'un État tout-puissant ne semble plus être tirée d'une bande dessinée de science-fiction. Le combat entre l'homme et la nature, entre la vérité et la dissimulation, entre la tolérance
et l'autoritarisme est arrivé à un tournant décisif. Merci d'avoir suivi Nouvelle Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.